Bonjour tout le monde, bienvenue à la nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai placoté avec Audrey Sénéchal. Audrey, elle est fondatrice du collectif Petit Pas, un collectif de professionnels liés à la petite enfance. Elle est maman de 2 enfants, physiothérapeute et professeure de yoga. Donc, on a eu envie de jaser ensemble de motricité globale, de développement moteur. C'est super intéressant, puis naturellement, justement, on a fait le lien avec la nature. La nature qui nous offre toutes les structures et tout ce qui a rapport au sens. Donc, c'est l'environnement parfait pour développer le côté moteur de nos enfants tout en les stimulant au niveau des sens. En jouant dehors comme ça, ils sont souvent exposés à toutes sortes de choses où il va y avoir des risques. Mais est-ce que risque rime avec danger? On a justement un peu décortiqué cet aspect-là. On a voulu revaloriser ce jeu risqué qui est vraiment important dans l'évaluation du risque puis dans le développement général de nos enfants. Alors, motricité globale, nature, jeu risqué, c'était une super conversation. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Audrey! Salut Anne-Marie! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Ben merci à toi de me recevoir. C'est tout le temps le fun de se voir en personne. Absolument. Parce que nous, on se connaît un petit peu à cause du portail du collectif de professionnels Petit Pas que tu as fondé. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un peu de Petit Pas? Oui, bien, Petit Pas, c'est un portail parent, donc qui s'adresse surtout aux futurs parents puis aux parents de jeunes enfants. Puis qui se trouve à être un collectif également, donc un rassemblement de professionnels, de spécialistes en parentalité, en petite enfance, dans l'objectif de redonner l'accès aux connaissances. Donc, vraiment de démocratiser l'accès au savoir, aux connaissances en lien avec ce qui touche la famille, ce qui touche le développement de l'enfant. Donc, par le biais de formations en ligne, d'ateliers virtuels, c'est notre façon de donner accès au plus grand nombre pour transmettre les connaissances puis rendre ça le plus accessible possible et le plus concret, tangible pour rendre ça disponible dans le quotidien des familles, finalement. Oui, parce que veux pas, le rôle de parent, c'est un rôle hyper instinctif. Mais comme dans chacune de nos sphères, des sphères de notre vie, on peut s'améliorer, on peut apprendre, on peut mieux connaître, mieux faire. Puis la meilleure façon pour ça, c'est de s'informer. Tu sais, c'est sûr, il n'y a aucun parent parfait, mais plus on comprend le développement, plus on va chercher de l'information, mieux on peut au moins évaluer nos situations puis ce qu'on vit au quotidien, tu sais. Se faire un mélange entre notre instinct puis des connaissances. Oui, il y a un beau mélange. Puis je pense que c'est la posture du parent qui apprend constamment. C'est peut-être celle qui sert le mieux nos tout-petits aussi, qui sert le mieux nos enfants qui vont grandir. Parce que nous aussi, comme parents, on est constamment en train d'apprendre avec eux, en train d'évoluer. Ah oui, j'ai une phrase que je répète souvent, c'est « aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même ». Ça, Ah oui, tellement. Je trouve tellement, là, moi, personnellement, c'est un beau rappel. Il y a une personne qui m'a fait évoluer dans la vie, clairement, c'est mon petit bonhomme. Il nous amène à nous remettre en question vraiment beaucoup puis à se réajuster au quotidien. Vraiment. Bon, alors, mais merci. On comprend mieux ce que c'est le portail, puis ça vaut la peine là, d'aller faire un petit tour si vous voulez plus découvrir les services qui sont offerts. C'est vraiment intéressant. Une super belle plateforme. Merci. Puis, Audrey, toi, qu'est-ce que tu fais comme métier, justement? Qu'est-ce que tu apportes dans le collectif? Qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, moi, je suis physiothérapeute de formation. Puis souvent, je pars tout le temps de même un petit peu d'un autre rôle qui n'est pas forcément professionnel, mais qui est celui de maman, hein, tu le disais, qui est comme un rôle fondateur, je trouve. Donc, maman de 2 enfants et accessoirement physiothérapeute. Et je me suis spécialisée en pédiatrie, donc dans l'accompagnement surtout des tout-petits, des jeunes enfants, des bébés. Mais aussi en rééducation périnéale. Donc, j'accompagne les femmes enceintes, les nouvelles mamans à ce niveau-là, au niveau de la rééducation périnéale. Donc, je baigne depuis le début de ma pratique là, en périnatalité avec
les mamans, les enfants, les familles. OK. Génial. Fait que, ben, justement, aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble de la motricité globale. Qu'est-ce que c'est, la motricité globale? Oui, la motricité globale, c'est ce qui permet à l'enfant de mettre son corps en mouvement, finalement. Donc, si on pense à nos tout petits, bien, ça va être des positions de base comme se tenir assis, comme les retournements au sol. Puis quand l'enfant grandit, bien, c'est ce qui lui permet de se déplacer, de se mettre en mouvement puis d'explorer son environnement. Donc, que ce soit de marcher, de ramper, de courir, de sauter. Donc, tous les grands mouvements du corps pour que l'enfant explore, découvre son environnement. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui émerge naturellement de l'enfant parce qu'il est explorateur puis les mouvements vont venir de lui naturellement. Mais qu'en tant que parent, on peut certainement créer un contexte ou accompagner de manière optimale ou en tout cas favoriser certains de ces mouvements-là. Oui, absolument. Il y a comme cet aspect-là où, tu l'as dit, qui est très naturel, dans le sens que, bon, on se dit, les enfants vont tous finir par marcher un jour, mais il y a aussi la notion d'environnement favorable. Donc, comment je peux offrir un environnement à mon enfant qui est stimulant, qui éveille sa curiosité, qui éveille ses sens, qui lui permet de se mettre en action aussi. Donc, avoir quelque chose qui est accessible, qui lui donne une source infinie de possibilités, puis qui demande des fois peut-être un petit peu plus d'encouragement pour certains enfants que pour d'autres. Donc, modeler aussi comme parent en lien avec l'environnement pour permettre à l'enfant surtout de développer son plein potentiel. Parce que l'enfant, oui, va faire des explorations par lui-même, puis des fois, si on veut aller bonifier, aller chercher le plein potentiel de l'enfant, bien, on a besoin d'utiliser l'environnement au maximum aussi. Oui, c'est là où l'adulte, justement, intervient dans à peu près toutes les sphères du développement de l'enfant. T'sais, on observe, on voit ce qu'il est en mesure de faire, on encourage, on soutient, puis là, on amène juste la petite marche de plus. Là. Oui. C'est là que ça va faire la différence dans le développement. En enseignement, on appelait ça la zone de proche développement. Fait que absolument. C'est juste ça, là, de faire le petit pas de plus. C'est là le rôle de l'adulte qui est observateur puis qui va utiliser le contexte pour juste accompagner un peu. D'offrir comme le petit défi supplémentaire ou l'opportunité d'aller un petit peu plus loin. Et puis là, tu parlais d'environnement stimulant et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de se procurer des choses en particulier ou... Non, pas du tout. Puis je pense que c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être coloré, lumineux, bruyant non plus comme objet ou comme jouet du quotidien. Parce que je pense pas qu'aucun jouet a la prétention de, à lui seul, développer puis éveiller le plein potentiel de l'enfant. Au contraire, je pense que quand on place l'enfant dans son environnement, qui peut être simplement ce que vous avez à l'intérieur de la maison, finalement. Donc déjà, souvent on va avoir des escaliers, on va avoir des meubles, on va avoir différents types de surfaces aussi. Donc on a déjà beaucoup de matériel à portée de main où l'enfant va pouvoir... se mettre en action, se mettre en mouvement, si l'adulte lui permet aussi. Donc, ça va demander des fois un certain lâcher-prise ou une ouverture par rapport à l'utilisation de ce qu'on a autour de nous. Oui, juste de changer notre lunette de « ceci est un divan » pour s'asseoir. Donc, qu'on peut juste changer cette vocation-là. Puis, ou sinon... on a tendance aussi à banaliser juste que c'est rendu un divan. On le voit plus comme quelque chose de stimulant pour l'enfant, mais en soi, il va avoir une texture, il va avoir une couleur, mou, moins mou. Absolument. Donc, pour l'enfant, lui, il la découvre de toute façon. C'est tout ça, là. C'est nouveau pour lui. Oui, c'est nouveau. Puis je pense qu'on a tendance à croire des fois que c'est peut-être justement banal parce que c'est des objets qui font partie de ce qu'on voit dans notre vie tous les jours, mais pour l'enfant, c'est un potentiel immense de découverte et d'expérimentation. Ne serait-ce que le divan, souvent, qui va être le premier endroit où l'enfant va venir s'appuyer, s'agripper pour se tirer à genoux, pour se tirer debout, va faire ses premiers petits pas de côté, petits déplacements. Puis là, on n'avait pas de trotteur sophistiqué, on n'avait pas rien, mais en fait, on avait tout à portée de main, finalement, pour favoriser l'émergence de ces habiletés-là. Puis des fois, je pense que ça demande de se remettre aussi comme adulte, comme parent, à la hauteur de nos enfants.
Donc, nous, on voit l'environnement avec nos yeux d'adulte, avec notre grandeur d'adulte, et dans quelque chose qui est assez habitué comme environnement aussi. Donc, quand on redescend au plancher, quand on redescend à la hauteur de nos enfants, bien, on découvre notre environnement d'une nouvelle façon aussi. Donc, tout... Puis, si vous êtes parent de jeunes enfants, vous savez probablement que tout ce qui est caché, les fils, la petite mousse qui traîne dans le coin, ils vont tous finir par trouver à leur hauteur d'enfant avec leurs petits yeux. Donc, on a tout intérêt à se remettre comme adulte à cette hauteur-là, puis voir finalement l'immense potentiel de tout ce qui se trouve autour de nous. Ah oui. Puis ils font des mouvements incroyables, justement, dans ce contexte-là. Des fois, je fais juste me remettre en perspective des pas qu'il fait avec la marche. Oui. Tu sais, mais je regarde, mettons, quand il grimpe à quelque part, je suis comme, hey, ça y arrive à la taille. Là. S'il fallait que moi, je monte là ça serait... Oui, c'est ça. C'est comme si, parce que ça nous entoure, ça devient plus banal de voir ce mouvement-là s'intégrer dans son quotidien. Mais pour lui, c'est immense, là. Vraiment. Puis c'est là où, c'est ça... L'enfant n'est pas un mini-adulte. Il accomplit des choses incroyables pour un petit corps. Tu l'as dit, juste monter les escaliers ou grimper sur le divan. C'est quelque chose. Pour nous, il faudrait que ce soit à une hauteur démesurée là, pour dire, OK, c'est possible, tout ça. Donc, il y a plein de potentiel. Là. Fait que de se laisser une liberté aussi en grandissant, que les enfants ils puissent justement sauter, grimper, escalader, se lancer sur. Ça va permettre vraiment beaucoup de choses. Il faut juste... Bien, ça demande un peu de lâcher prise, c'est certain, là, mais moi, clairement, puis tu sais, je suis tombée dans le piège aussi, dans le sens où mon fils ne faisait que sauter sur le divan, puis que je trouvais ça correct. Oui. Puis mon réflexe a été... Ah, il aime vraiment sauter, je vais mettre une trampoline dans le sous-sol. Il n'utilise pas pantoute le trampoline. C'est le peu d'intérêt. Puis je sais pas, c'est plus moelleux, ça absorbe, il se lance sur les genoux, il se remet droit. Pour lui, finalement, ça lui offre bien plus de possibilités que le trampoline, tu sais. Vraiment, puis c'est accessible, c'est à la vue, il y a un accès direct aussi, comme les escaliers. Souvent, moi, je conseille fortement aux parents de jeunes enfants de laisser l'enfant sauter la dernière marche d'escalier à 2 pieds. Puis je le donne littéralement en exercice aussi. Donc, on n'a pas à se procurer un petit banc particulier pour faire cet exercice-là. On utilise la marche de l'escalier. Puis on encourage l'enfant à sauter. Mais souvent, ça va être l'interdit. C'est comme non, on ne saute pas dans l'escalier. Donc, on peut utiliser nos yeux autrement pour voir les possibilités qu'il y a autour de nous, puis comment on peut accompagner l'enfant. Donc, ça se peut qu'il y ait des moments où ce soit pas le temps de sauter sur le divan ou peu importe, de courir, de sauter à un certain endroit. Mais quand c'est fait avec le parent, quand le parent est là comme guide, bien, on donne l'opportunité, on donne la place à l'enfant pour laisser émerger des habiletés. Oui, tout à fait. C'est le fun, dans le fond, on a tout ce qu'il faut autour, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Puis si on est moins à l'aise avec le fait de donner cette deuxième vocation-là à nos meubles, parce qu'on les a bien choisis avec soin, on a envie qu'ils restent beaux, puis c'est tout à fait légitime, on a le droit de ça aussi, bien, on a comme envie de vous inviter à aller dehors. La nature est là, puis elle possède déjà tout, dans le fond. Absolument. Puis là, quand on vous invite comme ça à sortir dehors, c'est pas obligé d'être dans un parc aménagé expressément pour les enfants non plus. Donc, si on commence juste par sortir dans la cour à l'extérieur, bien, on a accès souvent à la chaîne de trottoir qui devient une poutre où là, l'enfant peut marcher, placer un pied devant l'autre, marcher vers l'avant, marcher vers l'arrière. Souvent, on a plein de textures différentes, donc que ce soit une entrée en asphalte ou en petits cailloux. Puis là, si on y va nu-pied, on a encore un bonus, un avantage au niveau sensoriel pour l'enfant aussi. Mais le gazon, les différentes surfaces, un carré de sable. Donc, c'est vraiment, vraiment riche, tout ce qui nous entoure. Puis là, on est juste dans l'espace de la cour encore. Donc, on n'est même pas... on n'a pas à courir un parc en particulier avec un module spécial.
Puis là, si on a la chance d'aller en nature, d'aller explorer un petit peu plus loin, d'aller en forêt, mais encore là, on est exposé à toutes sortes d'éléments pour favoriser différentes habiletés chez l'enfant aussi. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, la nature, elle nous offre la structure et tout ce qu'il y a de sensoriel. Oui. C'est l'hiver, on sort, on a quand même une certaine zone de texture qui se ressemble, mais l'été, vraiment, ou dans les autres saisons, ça varie. Puis je dis ça, il y aurait certainement moyen d'analyser ça autrement aussi, mais clairement, on dirait que les 3 autres saisons sont tellement riches dans les textures variées, les couleurs variées et tout ça. Vraiment. On voit plein d'idées de bac sensoriel. Je suis la première à en avoir. Mon cerveau fonctionne comme ça. Mais à l'extérieur, on a ce qu'il faut à portée de main. Simplement marcher nu-pied, comme tu dis, ou se laisser les mains, les petites mains toucher à tout. Découvrir, oui. Puis te dire, on a la structure, on a tout ce qu'il faut, mais on a toute la liberté aussi. Donc vraiment, l'espace, un terrain de jeu qui est immense pour explorer, pour encourager l'enfant aussi, des fois, à s'éloigner un petit peu de l'adulte, puis voir qu'est-ce qui... ce vers quoi il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il peut aller explorer dans un cadre sécuritaire, bien évidemment, mais où on peut leur laisser un peu plus d'espace aussi pour découvrir, pour marcher à différents endroits, sortir du sentier, aller voir la bûche, le tronc d'arbre qui est tombé, qui a l'air si attirant, si intéressant. Si on y allait vraiment, justement, spécifiquement du côté de motricité ou développement global, y a-t-il des éléments ou des exemples en nature que tu pourrais nous donner sur qu'est-ce qui travaille quoi, admettons? Oui, absolument. Mais si on pense juste à la course, par exemple, bien, l'enfant qui court sur un terrain plat, sur l'asphalte ou à l'intérieur dans la maison, ne développera pas les mêmes habiletés que l'enfant qui court en sentier. Puis là, je dis l'enfant, mais ça va être vrai pour l'adulte aussi. Pour tout le monde. C'est un couvert de mousse qui est plus glissant, des racines, des roches à enjamber. Donc, toute la proprioception, comment les pieds doivent se placer au sol, se déposer, s'adapter aux différentes structures. Puis là, ça nous amène aussi inconsciemment à prévoir, à planifier. Donc, où est-ce que je vais placer mon prochain pied? Puis là, c'est pas réfléchi, calculé, mais c'est quelque chose qui se fait assez naturellement aussi. Si je reprends l'exemple du tronc d'arbre qui est tombé, où l'enfant peut grimper, monter sur le tronc d'arbre, peut marcher, qui va développer encore une fois son équilibre, qui va s'ajuster aussi. Donc, si ça peut être sec, ça peut être adhérent, comme ça peut être humide, ça peut être glissant, là, des fois, on va voir l'enfant un petit peu plus précautionneux, prendre son temps pour placer son pied un devant l'autre. Donc, l'équilibre, tous les réajustements posturaux, encore une fois, la proprioception. Puis là, après ça, je pense que la limite, c'est l'imagination. Donc là, on peut courir, on peut sauter, on peut passer en dessous d'un arbre qui serait penché, par exemple. Donc là, on peut descendre à 4 pattes, on peut passer en dessous, on peut ramper. Donc, on a vraiment la prof en moi qui pense à tout le vocabulaire mathématique aussi qu'on aborde au premier cycle, en dessous, au-dessus, à côté, entre et tout ça. Absolument. Donc, si en plus on nomme ce que l'enfant est en train de faire, on l'accompagne dans du vocabulaire spatio-temporel, dans le fond. Là. Puis c'est lié au vocabulaire mathématique aussi, fait que... Oui, puis ça peut se faire à l'intérieur, à la maison aussi. Puis encore une fois, avec ce qu'on a sous la main, là, on peut passer par-dessus une chaise, on peut passer en dessous, on peut enjamber, passer d'un côté, de l'autre. Donc, effectivement, les possibilités... on est dans quelque chose de très global là, qui va toucher différentes sphères. Puis là, si je visualise le tronc d'arbre humide, tout ça. Clairement, là, on se rapproche d'un jeu qui peut être un peu plus risqué. Oui. Ça, on en entend parler beaucoup aussi, les jeux risqués, mais le danger qui vient avec ça. Puis, il y a une distinction importante à faire entre risque et danger. C'est pas la même chose. Quand je suis en train de jouer puis qu'il y a un risque, oui, mais est-ce que je suis vraiment en train de me mettre en danger quand je suis en train de marcher sur une
bûche glissante. Ou... Oui. Tu trouves important aussi ces jeux-là, justement, la notion de risque, là? Oui, absolument. Puis, j'aimais, tu l'abordais, tu sais, la différence entre la notion de risque et de danger. Tu sais, on peut le figurer, par exemple, avec l'enfant à qui on va apprendre à traverser la rue. Donc, si je traverse un boulevard à 4 voies, ben le danger va être plus grand que si je suis sur une route de campagne qui n'est pas passante. Ouais. Donc là, encore une fois, ça va varier l'aspect de danger. Puis là, est-ce que je penserais envoyer mon enfant de 1 an traverser ce fameux boulevard 4 voies-là tout seul? Non, parce que ce serait trop dangereux. Donc, comment je vais l'aborder, ce danger-là? Est-ce que le fait de ne jamais l'exposer va faire qu'il va devenir un adulte compétent avec une habileté à affronter ce danger-là? Bien, on peut reconnaître la présence du danger, mais on peut se placer, encore une fois, dans cette position de guide-là. Donc, avec un tout petit, avec un jeune enfant, je vais lui tenir la main, puis je vais l'exiger à tenir la main. Puis là, on pourrait introduire les concepts de regarder des 2 côtés, s'assurer que tout est beau. Mais mon enfant puis mon ado de 15-16 ans, à un moment donné, ben j'aurais pas besoin de lui tenir la main, puis il va avoir compris que ça représente un danger, mais il va avoir aussi appris parce que je l'ai accompagné à travers les différentes étapes. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai décidé de rester d'un côté de la rue. J'ai dit, je te fais suffisamment confiance pour que tu regardes des 2 côtés, tu vérifies s'il y a du danger. Moi, je reste ici, puis toi, tu traverses tout seul. Donc là, on va avoir accompagné à travers les différentes étapes. Mais ça, il faut l'offrir, ce contexte-là, à l'enfant. Donc, si on le soustrait de toutes les sources de danger, puis là, bien, le boulevard, ça peut être super évident parce que c'est où le stationnement, où on ne laisse pas notre enfant de 2 ans courir tout seul dans un stationnement parce qu'il pourrait y avoir des voitures. Mais en forêt, en nature, c'était la même chose. Puis souvent, notre réflexe parental peut être assez vif aussi de attention, sois prudent, fais pas ça, tu pourrais tomber. Donc, déjà là, c'est une façon de se voir comme parent aussi, je pense. Donc, c'est quoi notre réflexe? Puis est-ce que je suis en train d'enlever des opportunités à mon enfant, de le soustraire de toute source de danger, plutôt que de l'exposer au risque? À un certain risque, c'est ça. Il faut comme réévaluer à quel moment, spontanément, on va avoir le réflexe de faire « Oh, attention, tu pourrais... » Ouais, tu pourrais tomber, donc il y a un risque. Mais est-ce que c'est réellement dangereux ou la conséquence est-elle réellement dangereuse? T'sais, si justement il peut tomber, bien là, on est-tu dans une circonstance où il va tomber de haut puis se casser un bras ou il va tomber à pleine face dans le gazon? C'est quand même ça aussi la conséquence. Donc, évaluer quel est le niveau de risque et de danger qui vient avec la situation parce que l'enfant doit apprendre à faire ce processus-là. Oui. C'est bien plus confrontant. Souvent, on va voir justement un peu plus l'aspect négatif, là, le risque potentiel qui peut y avoir, donc la blessure, la chute, l'accident. Puis on occulte un peu tout le côté positif parce qu'il y en a des tonnes de bénéfices à exposer l'enfant à des jeux risqués, que ce soit au niveau de son estime de soi, au niveau de la confiance en lui. Souvent, quand on laisse les enfants y aller vers des jeux plus risqués, ça va être des enfants qui vont être plus actifs aussi, donc ils vont avoir accès à un plus grand espace, une plus grande liberté, souvent qui vont courir davantage, qui vont se mettre dans des situations où vont développer leur potentiel d'habileté motrice, le niveau d'activité physique aussi, et tout l'aspect résolution de problèmes. Donc là, OK, je me retrouve dans une situation, puis ça, des fois, ça va arriver à l'enfant qui est un peu plus téméraire aussi, donc qui n'a pas trop évalué les risques, les dangers, s'est lancé dans une situation, puis finalement se retrouve à un endroit où wow, c'est beaucoup plus haut que ce que je pensais. Je ne sais pas comment je vais faire pour redescendre d'ici. Donc là, déjà, je suis en mode solution, en mode résolution de problème. De dire, OK,
si je veux pas me mettre en danger, c'est quoi mes options? Donc, puis ça, il faut que l'enfant le vive, il faut que l'enfant l'expérimente. Puis c'est ça, c'est qu'il est vraiment mieux de l'avoir expérimenté à plein de petits moments où il n'y avait finalement pas de grand danger, plutôt que d'y être confronté pour la première fois à l'adolescence, quand ça va y tenter là, d'avoir des sensations fortes. Oui. Là, quand il l'a vécu tout au long de sa vie, de son développement, mais ça, il y a plein de recherches qui le démontrent aussi, c'est qu'ils développent une meilleure conscience de leur capacité corporelle, ils développent une meilleure confiance en eux, puis de ce qu'ils sont capables de faire pour vrai. Donc, vraiment. Après ça, ils évaluent mieux les situations dans lesquelles ils peuvent se plonger ou ne pas se plonger. Tandis que s'ils ne l'ont jamais vécu, ben plus vieux, les risques sont plus grands. Exactement. Puis ils vont avoir eu ce parent guide-là qui est à leur côté aussi. Donc, quand mon parent est là, qui a ce petit pas de recul-là pour dire « OK, il y a un risque, mais je suis là, je suis à côté, je peux accompagner, je laisse mon enfant expérimenter. » L'enfant aussi se sent confiant de dépasser ses limites, de relever le défi en étant accompagné pendant toute la période de l'enfance aussi. Oui, exactement. Puis, la façon dont on leur parle dans ces situations-là, c'est Peggy O'Hara qui disait la façon dont on parle à nos enfants devient leur petite voix intérieure. Oui. Alors, nos réflexes finissent par avoir un impact à long terme sur comment eux vont aborder ces situations-là qui, au final, ne l'étaient pas dangereuses. Fait qu'il faut comme accompagner pour que le discours soit un discours d'évaluation, puis de voir. Puis ça se peut que ça ne te tente pas, même si le risque n'était pas très grand, mais au moins de prendre conscience de ces risques-là, d'évaluer réellement c'est parce que j'ai pas envie d'y aller ou parce que j'ai pas confiance d'y aller. Donc, ce discours-là est très important. Puis, ça se peut des fois que ce soit toi, comme parent, que ta limite à toi est dépassée. Puis peut-être ton enfant il aurait été capable, mais de le nommer comme ça. Tu sais, en ce moment, là, c'est moi. Maman a trop peur qu'il arrive quelque chose. Tu y serais peut-être arrivé, mais moi, en ce moment, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Ouais. Au moins, on fait la distinction entre les capacités de l'enfant puis notre peur à nous. Puis on a le droit de la ressentir. Là. C'est correct, elle est là, elle est légitime. Absolument. Mais au moins, on ne l'impose pas à notre enfant avec notre discours. Là. Je trouve que... Non, c'est ça. Puis on lui a pas dit... On peut avoir tout à fait confiance en ses moyens, à lui aussi, mais pour l'instant, c'est la peur qui est présente. Puis qui dit, OK, peut-être que ce sera une prochaine fois. Ou des fois, quand on a des enfants... plus qu'un enfant, qui sont pas du même âge non plus, donc qui ont forcément pas tout à fait les mêmes habiletés motrices, qui n'ont pas acquis les mêmes compétences. Des fois, on a l'enfant plus vieux qui se lance dans quelque chose qui lui convient, qui est à sa taille, qui est à sa hauteur comme défi. Mais pour le frère ou la sœur plus jeune, ça peut, pour le moment, ne pas être accessible aussi, donc de partager aussi. Puis, il y a toute la question de l'intérêt, de la personnalité. Moi, j'ai plein de petits-enfants autour qui font tous du vélo, qui ont à peu près l'âge de mon garçon. Oui. Et moi, mon garçon, il passe ses journées dans la forêt à escalader, puis à grimper dans les arbres sur les rochers. Mais il a fait du vélo à peu près 4 fois. Ça l'intéresse pas, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il n'arrive pas à développer sa compétence en vélo, ce qui va finir par venir éventuellement quand son intérêt va être là, tu sais. Oui. Mais il le fait sur d'autres choses. Mais c'est sûr que si je faisais uniquement le comparer au niveau du vélo, on n'est pas là, tu sais. Fait que l'intérêt... Il y a l'intérêt de l'enfant qui va le mobiliser beaucoup, effectivement, dans ses apprentissages. Puis des fois, c'est de voir aussi, nous, comme parents, à quelle variété d'environnement je peux exposer mon enfant. Donc, souvent, c'est la même chose avec les activités de groupe organisées ou les sports un petit peu plus... les sports d'équipe, par exemple. Donc, c'est pas tous les enfants qui vont apprécier jouer au soccer dans une équipe avec d'autres enfants de leur âge. Donc, des fois... Puis ça, on le sait pas tout le temps. Donc, ça se peut qu'on teste des choses, qu'on essaie, que ce soit du essai-erreur, mais qu'on est exposé à une variété d'environnements, à un maximum de possibilités, finalement, pour que l'enfant développe ses habiletés. Oui. Puis... on renommait les jeux risqués aussi, à quel point, justement, au final, des fois, on les tasse
en raison du risque, mais qu'il y a énormément de bienfaits à ces jeux-là. Si j'essaie de juste les représenter un peu, un jeu risqué, là, tantôt on en discutait un peu de... Ça peut être simplement des jeux de hauteur, donc grimper, escalader, se balancer, s'accrocher à une branche. Oui, monter, c'est des fois le muret a l'air vraiment très haut pour nous, mais on peut accompagner l'enfant, c'est l'exposer à différentes hauteurs. Je parlais aussi de l'hiver, mais l'hiver, quand on glisse simplement sur des bancs de neige et non nécessairement dans une glissade vraiment avec des côtés. Là. Donc, on perd le contrôle de la vitesse ou de la direction un peu où on s'en va. Fait que là, on ressent un niveau de peur. On perd un peu le contrôle, on peut le réajuster, on peut prendre la décision de se lancer d'un côté ou de l'autre. Mais tu sais, c'est des contextes qui sont vraiment naturels puis que l'enfant, il va vivre là, toutes sortes de sensations qui sont importantes là-dedans. Oui, où il n'y a pas, c'est ça, un environnement contrôlé, où c'est tout le monde fait ça de la même façon. Donc, beaucoup de liberté. On parlait des jeux de bagarre aussi. Oui, ça, on a tendance à avoir une réticence avec les jeux de bagarre, mais qui font partie aussi des apprentissages, puis qui font partie d'un certain élément à développer. Puis là, peut-être qu'il y a des enfants qui vont être plus portés que d'autres également, mais de laisser la possibilité, laisser la porte ouverte à ce qu'il y ait cette expérimentation-là aussi. Oui, puis ça aussi, la science démontre vraiment l'importance de ce jeu-là pour la régulation des émotions. C'est tellement intéressant. On se libère vraiment beaucoup de choses quand on peut s'exprimer avec notre corps. Tu sais. Oui. Fait que ça fait sortir vraiment beaucoup. Puis moi, je le vis des fois personnellement. que nos enfants sont pris avec leur petit bagage. Ben c'est ça, qu'ils savent pas utiliser nécessairement les mots ou les bons mots pour... Puis en fait, ils en ont juste pas. Tu sais, ils pourraient pas mettre un mot sur... le moton qui ont c'est ça pareil. Ils ne prendraient pas sous forme de mots. Fait que ça, c'est une évacuation qui est super importante. Puis tiens, au travers de ça, tu peux avoir les chatouillis. Fait qu'on passe le rire, les craintes, les risques, le saut. Il y a tellement d'affaires dans ce jeu-là. Puis on parlait aussi des jeux avec outils. Des outils, des couteaux qui... c'est ça, encore une fois, qui peuvent présenter un risque. Puis là, on peut avoir différentes versions, différentes options pour les enfants. Donc, des fois, on a des petits couteaux avec des bourrons pour commencer, avant de sortir des outils plus pointus, plus imposants. Mais quand on offre à l'enfant la possibilité d'explorer dans un environnement qui est encadré, on lui offre le cadre sécuritaire pour qu'il expérimente, pour qu'il se fasse confiance, puis qu'il puisse passer au prochain outil par après aussi. Donc, c'est un apprentissage. Encore une fois, c'est pas le fait de ne pas y être exposé qui va faire que l'enfant va être compétent à l'utiliser plus tard. C'est ça. Surtout, souvent, quand il y a trop de limites, trop de contraintes ou des interdits, ben ça devient bien plus attirant que d'autres choses. Fait que de créer le contexte, de choisir les bons outils, le petit canif au bourron, peut-être pas le sécateur en commençant. On choisit à quoi on les expose. De servir... Le parent sert de modèle à l'enfant aussi. Donc, on ne l'a pas laissé là avec l'outil à faire un peu n'importe quoi. Donc, si on est à côté, puis souvent, on n'a même pas besoin d'expliquer. Là. On se met à la tâche. Oui. On prend nos outils. Ils apprennent tellement par imitation. Ils observent, ils vont imiter, ils vont se mettre en action. Donc, l'enfant est là, pas l'enfant, mais le parent est là comme modèle. Puis, l'enfant va imiter. Donc, c'est pas forcément une transmission orale de comment on devrait s'y prendre. Oui. Puis justement, tu sais, qu'on se rappelle dans ces moments-là à quel point c'est le processus d'évaluation du risque qui est hyper important à long terme. Important à long terme. Fait que si jamais on a des parents qui nous écoutent, des éducateurs, parce que tout ça, là, nos enfants, ils vont souvent dans les milieux de garde, tout petits. Fait que tout ce qu'on a parlé de motricité globale aujourd'hui, de jeu nature, tout ça s'applique vraiment aux éducateurs qui ont une place importante dans la vie des enfants aussi. Vraiment. Si on se dit, il faudrait peut-être que je fasse une petite place de plus aux jeux risqués, t'aurais-tu quelque chose pour les guider ou par quoi tu commencerais ou qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Ben, j'aurais envie de leur dire, ben, d'abord de s'observer, je pense, soit comme parent ou comme éducateur. Tu sais, la petite seconde magique là, où on aurait envie de dire comme non, stop ou fais attention. Donc, de juste prendre cette petite seconde-là pour prendre un petit pas de recul. Puis ensuite, ben, d'exposer les enfants finalement dans un contexte qui est sécuritaire. Donc, si j'ai deux rochers qui sont légèrement espacés, puis on se dit, oh mon Dieu, c'est bien trop éloigné pour que l'enfant puisse enjamber puis se rendre à l'autre, bien, on peut tendre la main de l'enfant, on peut l'accompagner. Puis une fois qu'on l'a testé, puis c'est jamais obligé d'être une réussite. Là. Ça se peut que le constat, c'était oups, ça fonctionne pas. On est tombé, puis là, ça va dépendre aussi de notre réaction à ce moment-là. Quelle réaction j'ai comme parent, comme intervenant au moment où l'enfant tombe, au moment où il arrive un accident, il arrive un petit quelque chose. Donc, c'est pas parce que l'enfant tombe que c'est toujours alarmant. Là. Puis là, il y en a plein qui vont se relever debout puis sont déjà partis dans l'action. On passe à autre chose. Donc, on n'a pas besoin d'en faire un événement dramatique non plus. Mais offrir des différentes opportunités. À commencer souvent par grimper les rochers, sauter en bas du rocher. Souvent, on est à proximité. On peut tendre une main, un doigt pour accompagner l'enfant. De commencer de cette façon-là, je pense que c'est accessible. Puis on voit après, on joue avec les différentes hauteurs. Donc, on commence avec quelque chose de plus accessible, puis on augmente la hauteur. La marche, comme tu disais tantôt, ça peut être un premier pas, la marche à l'intérieur, mais la marche à l'extérieur aussi. Oui, exactement. Génial. Hey, ben merci beaucoup. Ben, je pense qu'on vient de faire un bon tour de tout ça. C'est super intéressant. Vraiment, c'est important pour moi, ce sujet-là, de redonner accès à la nature, puis à revaloriser tout ce qu'elle permet de faire. Oui, puis j'ai envie d'inviter aussi à retrouver son cœur d'enfant comme adulte, comme parent. Pour les enfants, des fois, qui seraient peut-être moins téméraires ou moins portés à aller de l'avant, si nous, comme parents, on ne se contente pas de rester dans le sentier balisé, puis qu'on va explorer un peu ce qui se passe à côté, sur les troncs d'arbres, sur les rochers, puis qu'on démontre qu'il y a d'autres possibilités, je pense que c'est une belle invitation pour le parent à retrouver son cœur d'enfant, à s'émerveiller, mais pour l'enfant, d'imiter son parent aussi. Tout à fait. Ben, merci pour tout ça, Audrey. Merci, Anne-Marie.